Éric, Bien. c'est à toi. Alors, comme tu l'as dit, moi, je suis un vieux de la vieille, mais j'ai la différence avec vous, c'est que je suis immortel. Donc, c'est une bonne base de réflexion. Alors, 3 minutes de petite remarque. Depuis le temps que je viens ici, il y a une notion qu'on avait un peu oubliée, enfant gâté que nous étions, c'est que le renouvelable n'est pas inépuisable. Et qu'il y a au moins 5 raretés que nous allons devoir affronter. La première, c'est une rareté d'espace. On l'a bien vu avec le solaire. Il y a des conflits légitimes, et on va en parler, avec l'agriculture, secteur qui m'est extrêmement proche. Il y a un autre secteur qui m'est extrêmement proche, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit Philippe, c'est la question de l'eau. Ce n'est pas inépuisable. Et c'est lié directement au dérèglement climatique. Il y a ou trop ou pas assez. Et ce n'est pas seulement l'agriculture, mais c'est tous les domaines, évidemment l'énergie. Troisièmement, il y a la notion de temps. Il faut faire vite, on l'a bien vu. Et je dois vous dire que 25 ans passés au Conseil d'État m'a permis de voir ce que c'était qu'une lenteur de procédure. Donc je suis un grand témoin de la lenteur et peut-être un fabricant de lenteur aussi. On pourra en parler. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le droit, comment ça veut dire, trop de droit, est-ce que le trop de droit tue pas le droit, etc. etc. Question d'argent, le financement. Est-ce qu'il y a du financement? Est-ce que c'est rentable? C'est public, privé, etc. Ça me passionne parce que je n'ai pas l'air, mais je suis docteur d'État en finance en fait. Hein? Ça rajoute à mon physique élancé, sensuel quand même. Et ensuite, il y a une sorte de bloc qui pose une question clé dont a parlé Pascal Canfin, c'est-à-dire l'efficacité de la démocratie. Et là, on a un défi, je le vois avec l'eau. Comment va-t-on réussir à avoir un consensus face à la rareté de l'eau? Comment on va faire dans des tensions extrêmement fortes, entre encore une fois des conflits vraiment légitimes? Question d'efficacité de la démocratie, donc tentation d'aller vers des régimes forts qui permettrait d'aller plus vite et puis pas entendre tout ce qu'on peut imaginer. Il y a la question de déficit de bon sens. Il y a une région qui m'est proche, extrêmement proche, et qui est franchement face à un grand rendez-vous, parce que quand on veut ni l'éolien, ni la méthanisation, ni le charbon, et sûrement pas le retour au nucléaire, et qu'en même temps on veut être de plus en plus indépendant, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Donc, vous voyez, ces questions-là sont posées. Moi, c'est des questions, comme on l'a dit, comme ça, c'est des questions de passage, de métamorphose, comment est-ce qu'on va faire? Donc, c'est le grand rendez-vous. Alors, je suis ravi d'animer cette table ronde parce qu'on va entrer dans le dur. Et le dur, c'est d'abord se nourrir. D'abord, quand même, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc, je passe la parole à Arnaud Gaillot. Il se trouve que j'ai des liens depuis longtemps avec le monde agricole, parce que mes premiers enseignements d'économie, c'était sur les matières premières, à commencer par les matières agricoles. Et j'ai des liens avec les JA. Et donc, quel est votre point de vue, au fond, sur ça, sur cette question des ENR? Alors, bonjour à toutes et tous. Je pense que beaucoup ont dû voir que la semaine dernière, Jeune Agriculteur a durci le ton sur le sujet de l'agrivoltaïsme par un communiqué de presse. Je pense que pour rectifier, parce que c'est normal, c'est la liberté de la presse, mais beaucoup font de raccourcis en disant que Jeune Agriculteur est contre l'agrivoltaïsme. Je pense que s'ils lisent bien le communiqué de presse, on ne dit pas qu'on est contre, on dit que ça demande réflexion, ça demande encadrement pour parvenir en concurrence finalement d'une autre souveraineté qui est apparue en 2020 due au Covid et encore malheureusement due au retour de la guerre en 2022 avec le conflit ukrainien, celui de la souveraineté alimentaire. Et je pense que sur le photovoltaïque, on a une chance, c'est qu'il y a une loi qui arrive sur les énergies renouvelables au sens large et qu'on a les moyens sur l'agrivoltaïsme de pouvoir l'encadrer, de pouvoir l'anticiper, le prévoir et pas, je pense, faire les erreurs. Je ne dis pas que tout est mal fait, mais qu'on fait sur certains méthaniseurs où on peut voir que malheureusement, il y a une concurrence entre
finalement produire de l'alimentation et derrière produire de l'énergie qui peut aussi servir des fois à transformer cette alimentation. Donc on est vraiment dans des fois une trituration de l'esprit qui se dit comment on arrive à combiner les deux, comment nous aussi en tant que jeunes agriculteurs finalement on défend la transmission des entreprises, parce que ça il faut l'avoir en tête. Attendez, juste un point, parce que jeune agriculteur, ça va devenir une rareté. Pour l'instant, on a une espèce en voie de disparition. Et exactement. Mais on n'est pas protégé. Et alors, ça, c'est une souveraineté. Comment ça va se passer? Parce que ça donne envie aussi aux nouvelles générations de venir. Donc ça, ce que je veux dire aussi ça. Toujours les questions temporelles, que je suis très, très, très précisément. Mais c'est vrai que là, on a en fait les courbes qui jouent contre nous. On a le vieillissement de la population agricole qui est impressionnant et sous 10 ans, on a 50% du monde agricole qui est en âge de partir à la retraite. On a les courbes démographiques qui évoluent et qui font que la population est pour l'instant montante, donc un besoin en alimentation qui sera plus conséquent. Et donc, il faut arriver à répondre à ça sans non plus empêcher, et ça, on n'est pas fermé, au développement aussi des industries ou des villages. Enfin, il y a un moment donné, l'artificialisation des sols, qu'on le veuille ou non, face à l'enjeu qui est démographique de loger des personnes, face à l'enjeu de développer des usines pour le recyclage des énergies renouvelables, va demander de la consommation de foncier. Et ça, il faut que collectivement, on arrive à gérer production alimentaire, production d'énergie renouvelable et logement. Et je pense qu'à l'heure actuelle, et ce que nous, on a reproché la semaine dernière, c'est qu'on avait l'impression à l'heure actuelle qu'il y avait juste une vision purement descendante de dire il nous faut de l'énergie renouvelable rapidement parce qu'on a un conflit qui vient nous montrer qu'on a délaissé notre dépendance, ça fait 20-30 ans et qu'on ne l'a pas anticipé, et que ce coup-ci, il faut aller vite. Je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça a été abordé lors de la dernière table ronde. Il y a encore des moyens aussi, et on le dit chez Jeunes Agriculteurs, sur des toits, sur des friches industrielles, sur des terrains pollués, parce qu'en France, on a des terres polluées qu'on ne peut pas aller faire, et c'est bien normal, de la culture au risque de mettre en danger la santé des gens qui la consommeraient. Et après, viendra le temps de réfléchir. Alors on va le faire, on le travaille, il y a des expérimentations qui sont menées sur de la vigne, sur de la céréale, tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe, parce qu'on ne pourra pas faire marche arrière une fois que ces installations seront posées, seront mises. Il sera trop tard pour se dire qu'on s'est loupé. Et je le disais encore il y a peu de temps à certains ministres, faisons attention de ne pas refaire ce qu'on a fait avec le monde agricole dans les années 60-70, en leur disant il faut produire pour nourrir la population, et que 50 ans après, on les a accusés d'avoir pollué les sols et de polluer tout le monde. Je dis juste qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je pense que c'est des opportunités, il ne faut pas les négliger, mais pas partout, pas n'importe où et pas n'importe comment, parce qu'on a la question des droits de succession. Comment on fait que le foncier ne devienne pas encore plus cher qu'il ne l'est actuellement? Comment on s'assure que les gens ne gardent pas ces outils-là et finalement que la production agricole, au bout de 6 ans, elle n'existe plus dessous et que finalement c'est juste un champ de photovoltaïque? Voilà. Et ça, c'est des vraies questions qu'on est en train de travailler avec les ministères qui sont en charge des dossiers, parce qu'on n'est pas fermé à ce développement-là, mais on dit attention à ne pas se dire qu'il n'y a que ce développement-là et qu'on oublie tout le reste. Moi, je suis bien placé pour le voir que quand on en met sur un toit d'une ferme agricole, il y a quand même de la marge et qu'il faut presque 1 an pour le raccorder. Ça me laisse quand même un goût amer de me dire qu'il y a une vraie volonté de photovoltaïque en France. Je sais parce que demain, je rencontre le président de Chambre d'agriculture de Bretagne, où il y a justement des questions. Donc, c'est très intéressant. Alors, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas contre, mais il faut savoir, bien sûr, où on les met. Et alors, où on les met? Alors, je me tourne vers une des entreprises que j'utilise le plus, même ce matin, alors qu'il y a un mouvement social, qui s'appelle la SNCF. Alors, la SNCF, c'est non seulement, évidemment, un magnifique producteur de mobilité, mais c'est aussi un grand possesseur de foncier. Et du foncier où on peut imaginer qu'il y ait quand même des panneaux au bord des trains. Pas sur les cailloux, mais partout. Vous avez beaucoup de surface quand même qui pourraient accueillir ça. Et comme ça, libérer toute la terre nécessaire pour nous nourrir. Donc quand on est nourri et mobile, ça veut dire que déjà la moitié de la vie devient agréable. Vous voyez comme je vous ouvre la voie. Vous avez tout dit, donc c'est bon. Non, mais effectivement, donc bonjour à tous. Donc pour la SNCF, alors je vais d'abord dire une chose. Il y a une légende urbaine qui dit qu'on est le plus gros propriétaire foncier, immobilier, etc. On a beaucoup de patrimoine. Je vais vous donner quelques chiffres. On estime que le foncier s'élève à 110 000 hectares. Mais sur les 110 000 hectares, il y en a plus de 95 000 qui sont occupés par les installations ferroviaires.
Et quand même. Donc, bon, voilà, donc c'est juste pour remettre un peu les choses en perspective. On a 10 millions de mètres carrés d'immobilier, mais bon, là-dedans, il y a des gares, il y a des choses qui sont fragiles, des gares anciennes sur lesquelles on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, donc, c'était pour remettre un petit peu les choses en perspective. Ensuite, effectivement, on a bien conscience que la SNCF peut largement contribuer avec ce qui reste de patrimoine à de la production d'énergie renouvelable. Et c'est le travail qu'on est en train de mener actuellement. On est par ailleurs un très gros consommateur d'énergie, ça a été dit ces derniers temps dans le cadre des travaux sur la sobriété, etc. Donc on consomme près de 16 TWh d'énergie par an, plus de 8, presque 9 TWh d'électricité par an. Ce qui fait aussi qu'on est un transporteur plutôt vert, plutôt vertueux. Et le travail qu'on mène aujourd'hui, c'est de continuer à verdir cette offre de mobilité, donc en sortant des fossiles qui nous restent, etc. Et de l'autre côté, on travaille sur la capacité qu'on a à valoriser tout ce patrimoine foncier immobilier pour contribuer à la production des ENR. Alors c'est essentiellement du panneau photovoltaïque, mais on a aussi des parcelles de végétation qu'on nettoie régulièrement, et donc on se pose la question de savoir si on ne peut pas le valider avec du biogaz. Il y a peut-être des sites très complexes où il est compliqué de mettre du photovoltaïque, on regarde si on peut en faire autre chose. Donc on est vraiment à fond là-dedans, puisque la SNCF s'inscrit, comme tout le secteur des transports, totalement dans la SNBC, qui doit être complètement décarbonée en 2050, sauf l'aérien, je crois. Voilà. Vous vous souvenez, il y avait un slogan que j'aimais bien, EDF, nous vous devons plus que la lumière. Alors moi, je vais dire, monsieur Farandou, je serai gratuit sur cette affaire-là, comme dans d'autres, juste, nous vous devons plus que la mobilité. Alors, est-ce que vous avez des liens avec les jeunes agriculteurs? Ce serait bien quand même, non? Par exemple, est-ce que votre bureau est ouvert? Parce que moi, quand je serai ministre de l'Agriculture, mon bureau sera ouvert. Ben, mon bureau est enfin, ouvert. On m'a proposé souvent la culture, jamais l'agriculture. C'est dommage parce que là, j'aurais dit oui. Alors mon bureau est complètement ouvert. Alors, vous voyez, c'est bon. Vive le cerf, vive le c'est un cerf. C'est un point hyper important. On avance, vive le cerf. C'est un point hyper important. Effectivement, on est très présent dans ce qu'on appelle les territoires, avec nos infrastructures, nos gares, etc. Et on a bien conscience qu'à un endroit où il y a une emprise ferroviaire, il y a peut-être à côté une emprise agricole, et qu'il faut qu'on voit comment on combine les choses et qu'on fasse quelque chose d'intelligent. Et c'est le travail qu'on est en train de mener. On va franchir une étape, je pense, dans les semaines à venir. Et une fois qu'on aura une idée un peu plus précise de ce qu'on peut faire sur le patrimoine de la SNCF, Jean-Pierre Farandou a évoqué récemment au Sénat le cadastre solaire, etc. Donc on est en train de finaliser ce cadastre solaire, on est en train de finaliser pas mal de choses. Et à partir de là, on pourra aller voir les acteurs, notamment agricoles, etc. Est-ce que je peux être invité pour être petit reporter, de voir cette grande relation? On vous invitera, fin du mois. Tintin, maintenant, j'essaye de voir. Est-ce que vous pouvez me parler un peu parce que vous êtes un des grands acteurs comme ça de la neutralité carbone, vous êtes l'exemple même, on voit vos grandes pubs là sur le TGV que j'ai pris ce matin, et donc c'est vrai, grande vitesse, petit carbone, etc., c'est vachement bien. Alors vous pouvez nous dire un peu rapidement comment vous faites? En fait, alors, je vous donne un chiffre qui illustre bien. Sur la totalité des émissions de carbone en France, le secteur des transports représente 30% des émissions. Et le ferroviaire ne représente que 0,3% de ces émissions. Donc on est pas mal, quoi. Voilà. Donc le travail qu'on est en train de faire, c'est de décarboner ce qui reste. Ce qui reste, en fait, c'est des trains régionaux qui continuent à fonctionner aux énergies fossiles, des trains de fret. Donc sur cette partie-là, on est en train de travailler pour les sortir complètement des fossiles. Alors ça passe par l'électrification, éventuellement, d'où l'intérêt aussi de produire l'électricité dont on va avoir besoin pour faire rouler ces trains. Mais on regarde aussi autre chose, on regarde les biogaz, les biocarburants, etc. Donc l'idée, c'est d'évacuer totalement les fossiles. Et puis sur toute la partie immobilière, etc., on travaille dans le même sens, d'abord sur la sobriété, et puis ensuite sur la sortie des fossiles. Et là, normalement, on avance au même rythme que l'ensemble des entreprises qui ont les mêmes problématiques que nous. Mais sur les transports, j'insiste, il y a la partie ferroviaire, on est très bien. Et puis après, on a des filiales comme Geodis et Keolis, qui sont des gros transporteurs de logistique, de personnes dans les métropoles, etc. Et les travaux sont les mêmes. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il n'y a pas que la SNCF ferroviaire, c'est l'ensemble du groupe qui est mobilisé et qui s'inscrit dans cette stratégie de décarbonation totale de l'offre de transport qu'on va avoir d'ici 2050. Écoutez, c'est dommage parce que j'aurais adoré travailler à la SNCF. Moi, ça me passionne beaucoup. Donc voilà. Prendre en stage, si vous voulez. Oui, vous prenez des stagiaires. Au titre de la biodiversité, vous prenez des ancêtres.
Donc je reconnais très très bien. Alors, on a parlé d'EDF, on va parler de Dalkia, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'exemple de Dalkia? Comment ça marche? Rappeler un peu à quoi vous servez. Moi, je sais, mais d'autres peut-être pas forcément. À quoi on sert? Écoutez, oui, ça peut être utile de temps en temps pour mais une entreprise. c'est même par là qu'il faut commencer. On a été très, très heureux depuis ce matin, puisqu'effectivement, on a beaucoup parlé de la chaleur renouvelable. Pour expliquer que ça représentait près de la moitié, finalement, des consommations d'énergie en France. Et effectivement, les sociétés, les entreprises de services énergétiques, dont Dalkia, œuvrent autour de la chaleur renouvelable. Et on voit bien que c'est un domaine majeur quand on veut résoudre l'équation qu'on a posée depuis ce matin. Bien sûr, avant de fabriquer de la chaleur renouvelable, il faut se dire aussi comment on va en consommer le moins possible. Et le premier sujet sur lequel nous travaillons, c'est bien sûr la sobriété, l'efficacité énergétique pour accompagner nos clients en leur permettant de faire des économies d'énergie. Bien sûr. Il faut quand même le rappeler parce que, bon, avant de consommer des énergies renouvelables, il faut déjà essayer d'en consommer le moins possible. Ça passe par des engagements de durée, des contrats de performance énergétique qu'on va développer avec nos clients pour leur permettre de réduire, bien sûr, leur consommation et leur facture. Le digital est très présent, le numérique est très présent dans cette dimension-là parce que c'est ces nouveaux outils qui nous permettent de piloter beaucoup plus finement les installations de nos clients. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis en position de consommer le moins possible d'énergie, on va essayer effectivement de décarboner finalement les énergies ou la chaleur utilisée à la fois dans des bâtiments ou dans les industries. La réponse qu'on apporte par rapport à ça, c'est deux types de réponses. Premièrement, et c'est très marquant, les réseaux de chaleur. Alors, d'ailleurs, chaleur, il faut entendre chaud et froid d'ailleurs. On peut se dire d'ailleurs qu'on fera peut-être un peu moins de chaud, un peu plus de froid dans les années qui viennent, mais c'est une dimension importante et les réseaux de chaleur sont une réponse au développement des énergies renouvelables parce que justement, à travers des réseaux de chaleur, on va pouvoir mettre en œuvre des énergies renouvelables qu'on aurait du mal à mettre en place sur des petits projets. Alors bien sûr, les énergies renouvelables qui sont très présentes dans les réseaux de chaleur, c'est le bois énergie, la biomasse, on en a beaucoup parlé ce matin, on est en partie rassuré par ce qui a été dit par les différents intervenants sur le fait que l'Europe considère le bois énergie de façon positive, constructive et comme étant une réponse à notre équation, mais on sera vigilant, je pense que le président nous accompagnera dans ce domaine-là. Voilà. La biomasse, mais aussi la géothermie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça permet de construire des installations et de développer la géothermie. C'est pas nouveau la géothermie, ça fait 30 ans qu'on fait de la géothermie en France. Alors il faut distinguer un petit peu la géothermie de grande profondeur et celle de moindre profondeur. C'est deux sujets différents. On a aussi, bien sûr, ce qu'on va appeler renouvelable, mais qu'on va appeler plutôt de récupération, et c'est très fort. Vous savez qu'il y a beaucoup d'énergie qui est rejetée finalement dans l'atmosphère, beaucoup de chaleur fatale, comme on l'exprime, et l'un des intérêts des réseaux de chaleur, c'est de pouvoir capter ces énergies-là pour les réinjecter et finalement alimenter des bâtiments pour se chauffer, se refroidir ou éventuellement des industriels aussi. Et ces énergies de récupération, elles sont très intéressantes aussi parce qu'elles permettent de travailler sur des territoires. C'est-à-dire chaque territoire a son équation énergétique finalement oui. Et elle permet d'aller chercher... j'ai un exemple en tête, je vais le donner parce que je le trouve très, très intéressant. La ville d'Issoire, une ville de 15 000 habitants qui décide d'améliorer son équation et qui décide de construire un réseau de chaleur. C'est pas une grande ville, une grande métropole, et on l'a évoqué tout à l'heure, avec beaucoup de moyens, mais elle a un atout énorme sur son territoire, à Issoire, pour ceux qui connaissent cette ville. Elle a une usine, une fonderie d'aluminium qui s'appelle Constellium, qui rejette une quantité incroyable d'énergie parce que son process est ainsi fait. Eh bien, elle se dit,
c'est l'atout de mon territoire, donc je vais récupérer l'énergie de cette usine. Bien sûr, Constellium est partie prenante du projet. Je vais récupérer tout ça et ça va alimenter pour près de 50% mes besoins de chaleur de mon territoire. Et à côté, je mets une chaufferie biomasse pour que finalement, ce réseau de chaleur soit à 90% renouvelable et de récupération. Alors, ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est que, il n'y a pas une solution unique. C'est évident. Il faut travailler le en même temps. Je ne sais pas si ça marche politiquement, mais en tout cas, pour la transition énergétique, ça doit marcher. Et puis, il y a la circularité. Moi, je me souviens, quand j'ai fait des études d'économie, c'était la ligne qu'on avait dans la tête. Hein, la croissance, la croissance, la croissance. Et là, de plus en plus, on se met dans la tête la circularité. Et il se trouve que la vie est circulaire. Il n'y a pas de ligne droite dans la vie. Dans le vivant, il n'y a que du circulaire. Donc, et puis, il y a le troisième mot qui me offre évidemment cette transition avec Laurence, c'est-à-dire les territoires. Alors il se trouve que j'aurais adoré travailler à la SNCF, adoré travailler chez Dalkia, parce que vous voyez, je fais partie de ces 2% de l'électorat français qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire la gauche qui aime l'entreprise. Donc, échec total, vous voyez, de ma carrière absolue. Mais j'aime aussi les territoires. Et il se trouve que je travaille avec la CNR, parce qu'on a créé une association pour l'avenir des grands fleuves. Donc, je connais bien cette entreprise que je salue. Et un des cœurs de cette entreprise, c'est justement l'articulation, le privé, le public et l'inscription dans les territoires. C'est à vous. En effet. Mais avant de parler des territoires, j'aimerais parler d'une autre caractéristique du modèle CNR, une autre singularité, c'est notre modèle intégré. Nous, ce matin, on l'a entendu tout à l'heure aussi, vous l'avez dit Eric, les énergies renouvelables ne sont pas inépuisables. La ressource, elle existe et il faut la partager. Et CNR, c'est un exemple de cela, puisque on nous a confié le Rhône, hein, nous sommes concessionnaires du Rhône. On est connus pour l'hydroélectricité que nous produisons, mais nous sommes aussi responsables de la navigation et de l'irrigation des terres agricoles. Ce qui veut dire que la ressource en eau, eh bien, nous devons l'utiliser pour produire de l'énergie, mais aussi pour garantir la navigation et garantir l'irrigation des terres de la vallée. Et d'ailleurs, cet été, on a eu une grande sécheresse qui a pesé sur notre production d'hydroélectricité, mais on a continué à garantir la navigation et à garantir l'irrigation. Donc une conviction que moi j'ai, c'est une conviction profonde, c'est que pour réussir dans les renouvelables, il faudra savoir partager la ressource. Et pour venir sur le point des territoires, évidemment, une autre caractéristique du modèle singulier de CNR, c'est son subtil équilibre, on va dire, au niveau de son actionnariat entre le public et le privé. Il faut savoir que donc on est une société anonyme d'intérêt général, la seule en France. On a un actionnaire industriel qui a un peu moins de 50%, qui est Engie, et on a des actionnaires publics, la Caisse des dépôts, et 183 collectivités territoriales à notre capital. Et je dirais que ça change tout. Ça veut dire que dans notre ADN, on a le fait de travailler avec les territoires. Et par exemple, lorsque nos aînés ont aménagé le Rhône, puisque nous considérons comme des aménageurs, tout comme le Rhône, quand il fait sa course depuis sa source jusqu'à la Méditerranée, il doit faire avec la nature des sols, avec le relief. Ben, nous, on a dû s'adapter, adapter nos ouvrages. On a 19 usines le long du Rhône, mais on a aussi des zones industrielles portuaires. On a 14 écluses à grand gabarit pour garantir la navigation. On a dû, quand on a construit nos ouvrages, s'adapter au territoire. Et je dirais qu'on y a bien réussi parce qu'aujourd'hui, les territoires, eh bien, ils sont fiers des ouvrages qui sont chez eux. On est devenu, ce matin, quelqu'un a dit, il faut que les renouvelables soient désirables. Ben, nos aménagements sont désirables parce que, par exemple, on a ouvert récemment la visite d'un de nos aménagements à Bolène au public. La première année, on a eu 6000 visiteurs, ce qui prouve que quand on s'adapte au territoire, ben les territoires le rendent bien parce qu'ils font que les ouvrages, que les infrastructures que vous avez construits, ils se les approprient. Voilà ce que je voudrais dire. Et alors, quand il n'y a plus d'eau, comment est-ce qu'on
Comment est-ce qu'on fabrique de l'hydroélectricité? Alors nous sommes un hydraulicien au fil de l'eau. Donc nous turbinons les gouttes d'eau que la nature veut bien nous donner, nous ne stockons pas. Mais par contre, ce que vous dites, Eric, ça pose évidemment un problème qui dépasse la CNR, hein, le problème de la politique de l'eau demain. Parce que nous savons, en tout cas dans le sud-est de la France, que le climat tempéré que nous vivons aujourd'hui, il risque de ne pas durer. Et on risque rapidement d'avoir 2 saisons. On va dire une saison des pluies, beaucoup d'eau en hiver, et une saison d'été où on n'aura pas d'eau. Et donc ce surplus d'eau, je veux dire, hein, que d'ailleurs nous ne pourrons pas turbiner complètement, hein, parce que nos ouvrages ils sont dimensionnés pour un certain volume d'eau. Donc ce surplus d'eau qu'on aura en hiver, mais il faudra savoir le stocker, je ne sais pas comment, mais de façon à ce qu'il puisse servir l'été, bien sûr pour la production d'électricité, bien sûr pour la navigation, mais aussi pour l'irrigation et pour l'agriculture. Donc pour moi, c'est une question politique prégnante, urgente. Il y a 15 ans, quand j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'avenir de l'eau », on m'a dit « c'est sympathique, tu nous emmènes en voyage, tout ça est exotique, parfait, etc. » Une chose est certaine, en France, nous ne manquerons jamais d'eau. Et on me dit ça dans ma Bretagne. Aujourd'hui, on aura pour l'année en Ille-et-Vilaine 500 mm. Donc, voilà. Et il y a une question qui est intéressante parce qu'au fond, on remarque un peu partout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe moyenne, ni dans la société, ni dans le climat. On a ou trop d'eau ou pas assez. Et quand il y a trop d'eau, ben, vous ne pouvez pas turbiner. Quand il n'y a pas assez d'eau, vous ne pouvez pas turbiner non plus. Et donc, moi, je me souviens, quand j'ai fait cette enquête sur 33 fleuves du monde, le début, je me suis dit, mais après 3 ans d'enquête un peu partout, je me suis dit, il n'y a plus de climat tempéré. Il n'y a plus de climat tempéré. Donc, c'est cette question-là qu'il faut voir aussi dans ces questions. Première remarque. Deuxième remarque, ce qui m'a frappé dans cette expérience, c'est que la CNR est la seule entreprise du monde où on intègre les 3 fonctions. C'est-à-dire produire l'électricité, assurer le transport et assurer aussi la possibilité d'irrigation des terres. Partout ailleurs, c'est morcelé. Et on l'a dit, cette approche nécessaire maintenant qui doit se rapprocher de la vie, c'est une approche intégrée et pas morcelée sans arrêt les points. Et on va un peu plus loin. Moi, mes formations de base, c'était la philosophie. Est-ce que Descartes n'était pas une grande erreur ? D'abord en disant « je pense donc je suis ». Il y a beaucoup de manières d'être vivant sans penser. Ils sont là. Et d'autre part, est-ce que face à une difficulté, est-ce qu'il faut, comme il disait, la méthode, est-ce qu'il faut sectionner, couper, découper le silo? Ben, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Donc c'est ça qui est passionnant. Je vais vous dire, là j'ai tant venu, mais à aucun moment ça a été aussi intéressant que maintenant. Cet exemple-là. Alors on va revenir un peu à l'industrie, enfin on n'a pas quitté l'industrie, mais je vais vous passer la parole, Frédéric, pour nous dire un peu comment ça marche chez vous et quels sont vos objectifs. Et parce que pour l'instant ça va bien, mais qu'est-ce qui bloque au fond? Merci. Donc peut-être je voudrais venir sur trois dimensions. Une dimension économique, évidemment, une dimension industrielle et également une dimension sociale. Donc sur un plan économique, je pense qu'on peut maintenant affirmer que la bataille de la compétitivité de l'éolien et d'autres ENR est complètement gagnée. Hein, donc si on se rappelle quelques chiffres, Dunkerque, 44 € du mégawattheure, les appels d'offres en Angleterre sur l'éolien en mer, moins de 40 pounds, y compris la plateforme de raccordement. On peut citer Kriegers Flak au Danemark. C'est la même chose sur le terrestre. Derniers appels d'offres attribués sur la Creux en France à 67 € du mégawattheure. Avec les prix actuels, on en rêve. Et dans le même temps, en France, on peut ajouter que sur ces 67 € du mégawattheure, mais avec des contraintes sur les éoliennes. C'est-à-dire que les éoliennes installées en France sont à peu près 20% plus petites qu'on installe partout ailleurs en Europe. Donc c'est autant de compétitivité quelque part qu'on perd. Mais peut-être le plus grave, c'est autant d'économies de CO2 qu'on ne peut pas faire parce que les éoliennes plus grandes produisent plus d'énergie. Ce n'est pas
qu'une question sur la puissance, c'est toujours une question en énergie. Deuxième point, mais ça on en a déjà parlé, c'est la défense du pouvoir d'achat des Français. Hein, donc on l'a dit dans les tables rondes avant, c'est 8 milliards d'euros de contribution au bouclier tarifaire grâce à l'éolien. Donc c'est par rapport aux investissements faits précédemment, c'est un juste retour. Donc sur l'économie, je pense que c'est un bilan favorable. Sur le plan industriel, peut-être pour rebondir sur la table ronde précédente, on peut dire qu'on est vraiment dans une France conquérante. Peut-être avant de parler de Siemens Gamesa, il faut avoir à l'esprit que sur l'éolien et l'éolien en mer en particulier, un tiers des usines, il y a 12 usines en Europe de pales et de nacelles, il y en a 4 en France. Donc sur un plan industriel, la France est vraiment à la pointe pour bénéficier d'une accélération qu'on appelle de nos voeux. Si on vient un petit peu plus sur un plan industriel et donc sur l'usine de Siemens Gamesa, donc je crois qu'on peut afficher, oui, c'est une bonne idée. Donc c'est une usine qui est rentrée en production au mois d'avril de cette année. Hein, donc c'est le plus gros projet jamais fait dans les ENR en France à ce jour. Et également, c'est une première mondiale, donc c'est la première fois que l'on a sur un et un seul site la production de pales et de nacelles, et c'est en France que ça se passe, c'est en Normandie et au Havre. Hein, donc c'est une source de fierté. Et donc on est donc dans cette usine qui est maintenant en production. Donc là on voit les images de l'artiste, et c'est également un site où on a combiné avec des infrastructures portuaires, hein, donc avec Aropa, hein, qui met et finit de construire des quais rouliers et des quais d'installation qu'on utilisera. Donc ça fait un outil industriel performant et je dirais compétitif, et compétitif surtout si on veut faire de l'export demain. C'est quelque chose qui sera important pour le site du Havre pour servir au-delà des projets français. Alors Frédéric, pour ceux qui ne connaissent pas, là on est au Havre, n'est-ce pas? Oui. Sur le quai Johannes Couvert, un quai emblématique puisqu'il avait été construit pour accueillir le paquebot France. Et c'était une vue d'artiste, ça c'est une photo réelle. Voilà, donc avant c'était une photo d'artiste, donc là c'est une vraie photo de l'usine, hein, et en plus c'est vraiment un site qu'on peut dire iconique sur la transition énergétique, puisque vous voyez sur la gauche les cheminées de la centrale à charbon, hein, qui a fermé il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, et sur la droite l'usine, hein, donc le bâtiment principal et le bâtiment secondaire. Donc on parle d'une usine XXL, au sens c'est un bâtiment qui fait 500 mètres de long, 120 mètres de large. Il y a 1500 pieux pour renforcer la structure, puisque les nacelles, même si elles sont légères, elles font de l'ordre de 400 tonnes. Et puis également très grandes, parce qu'aujourd'hui on fait des pales de 75 mètres et 80 mètres. Et évidemment, pour un outil de cette taille, c'est un investissement au regard, on a prévu de pouvoir faire des pales plus grandes demain dans cette usine. Alors, réalité sociale, pardon Eric, réalité sociale, combien de personnes sont passées de l'usine, puisque les 4 usines 600 MW charbon en France sont fermées, même si Saint-Avold on envisage de la redémarrer. Combien de personnes sont passées de gauche à droite de l'image? Combien de réemplois de l'usine charbon? Donc, de manière globale aujourd'hui, donc il y a 1 an, je dirais, on n'avait personne, 0 employés au Havre, si on simplifie un petit peu. Dans les faits, il y avait comme des équipes qui étaient là, mais limitées. Mais aujourd'hui, c'est plus de 700 personnes qu'on a recrutées, principalement venant du bassin de Seine-Maritime. Et donc, on a des employés qui nous ont rejoints de la centrale charbon, on a des personnes qui nous ont rejoints du groupe Total, de Safran, mais peut-être ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est ce qu'on a recherché dans le cadre de nouveaux métiers, et le métier de production de pales, c'est vraiment un métier qui n'existe pas en France. Alors, il y a nos confrères de LM Wind qui le font sur Cherbourg, mais c'est vraiment un métier où il faut combiner attitude et aptitude. Et pour ça, on a travaillé en partenariat avec Pôle emploi, hein, donc, où on a fait appel à leur savoir-faire avec ce qu'on appelle les méthodes de recrutement par simulation, pour trouver dans le bassin havrais les personnes qui savent travailler en équipe,
savent respecter les consignes de sécurité, ont la dextérité, puisque c'est la pose de pales, c'est un peu de la draperie, hein, où il faut poser avec soin la fibre de verre avant de procéder à l'infusion. Et donc aujourd'hui, on a plus de 10% de nos équipes qui viennent d'un parcours insertion. Donc c'est des gens qui étaient éloignés de l'emploi, à qui on a redonné une nouvelle chance de trouver un nouveau métier. Et donc c'est également quelque chose qu'on a vu samedi dernier dans les yeux de nos employés, puisqu'on a fait une journée famille dans l'usine, hein, où les salariés étaient invités à venir avec leurs conjoints, leurs enfants et leurs familles proches. Et donc chacun était heureux de montrer comment il s'insérait dans ce nouveau métier. Il se trouve que je vois lundi soir le ministre de l'Éducation nationale et je vais lui proposer qu'on visite les usines, parce que c'est beau une usine. Moi, j'aime bien regarder tout ça, j'aime bien ça, au lieu de mépris et tout ça, c'est dégueulasse, pas du tout. Regardez comme c'est beau. Ce que vous avez vu, c'était très très beau. Moi, je trouve ça, voilà, cette esthétique industrielle, moi, ça me plaît beaucoup. Alors, je vais mettre un peu les questions. Vous accueillera avec plaisir, écoutez, et je peux vous dire, moi, j'y vais toutes les semaines, et toutes les semaines, je suis heureux de la voir. CF partout, car je suis un des rares à l'Académie française à bouger encore. Alors, je voudrais aussi mettre les pieds dans le plat, puisque je bouge encore, et on a l'impression que l'Europe industrielle, ça marche. On voit ça parce qu'il y a des... Mais en termes de marché, chacun, comme l'a dit Pascal Canfin tout à l'heure, c'est-à-dire chacun essaye d'avoir le gaz au prix le meilleur possible. C'est du chacun pour soi. Donc d'un côté, ça va bien quand il y a une grande installation, et de l'autre côté, chacun pour soi, surtout quand il y a des tensions de marché. Alors peut-être vous avez une obligation de réserve, j'en sais rien, mais non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Non ? Vous êtes d'accord ? Sur le développement du marché ? Oui. Comme vous voulez. Alors, non, je dirais sur le marché... Bon, non, parce que sur le marché du gaz, vous avez vu comment ça se passe. L'Allemagne y va à fond, et puis voilà, on n'est pas... Bon, d'accord, plus tard. Alors, on va... Dernier point du tour, et ensuite je reprendrai le tour de table. L'argent. Eric, tout à oui. l'heure, tu nous parlais du circulaire versus le linéaire. Oui. On pourrait lui demander s'il s'inscrit dans cette démarche avec la recyclabilité. Attends, la circularité, moi en tant qu'écrivain, je suis exactement à l'avant-garde de la circularité. Parce que vous, quand vous avez un râteau amoureux, vous pleurez. Moi, je pleure, mais j'écris un best-seller. Vous comprenez la différence ? Donc c'est ça l'économie circulaire. Donc vive le circulaire. Moi, j'ai connu très très tôt le circulaire avec le physique de quai que il fallait que je trouve un autre moyen. Donc voilà. Alors, on va parler de la finance un peu, la finance. Parce que s'il n'y a pas de finance, alors imaginez que, je sais pas, j'ai un mini-héritage, est-ce que je dois mettre, étant donné que la bourse Davis, est-ce que je dois investir ? Est-ce que vous avez encore de l'argent public ou pas ? Puisque maintenant, on va avoir un ministre de l'économie en col roulé, donc peut-être on va faire des économies. Donc, et puis, est-ce que le privé, est-ce que je dois investir mon misérable petit héritage pour participer à la transition ? Quel conseil vous me donnez personnellement, un petit écrivain besogneux ? Je vous conseille d'investir dans les énergies renouvelables. Il y a des développeurs dans la salle. Merci Jean-Louis, enfin je vais sortir de la précarité. Je pense que c'est un bon investissement. Oui, plus sérieusement, BPI France, juste en quelques mots, donc la banque, on est la banque publique, détenue à parité par l'État et la Caisse des dépôts, avec un objectif profond qui est d'accompagner et de susciter, d'encourager la croissance des entreprises françaises depuis leur naissance, je dirais jusqu'à leur cotation sur les plus grands marchés. Une fois qu'on a dit ça, donc comment ça s'incarne ? D'abord, ça s'incarne partout en France. On a 50 implantations sur tout le territoire français, donc des équipes partout. Et ça s'incarne à travers un certain nombre de grands métiers que sont le financement de l'innovation, le financement de l'activité internationale, le financement des projets d'investissement sur lesquels je reviendrai. Ces financements pouvant prendre la forme de prêts, mais aussi d'investissement en capital, l'assurance à l'international, qui est un autre de nos grands métiers, l'accompagnement aussi des entrepreneurs. Donc voilà, on a un certain nombre d'outils et avec des grandes verticales traversantes que sont l'innovation et l'international.
On a, dans le plan stratégique de BPI France, mis au cœur de nos préoccupations le climat, l'environnement, depuis maintenant 2 ans, et je m'occupe, en plus du réseau et du financement, de cet aspect-là. Alors, comment ça s'incarne vous concernant? Parce que je ne vais pas vous faire un cours sur BPI France. D'abord, on finance vos projets, hein, vous, développeurs, depuis maintenant une 30aine d'années, que ce soit du solaire, de l'éolien, mais aussi, bien sûr, du biogaz. Enfin, tout ce qu'on peut faire sur les énergies renouvelables, on est là pour les cofinancer à côté avec vos partenaires bancaires. Ça, c'est le premier point. Ça représente quand même tous les ans, bon an, mal an, 1,5 milliard à 2 milliards de financement chez BPI France. Et donc, il faut imaginer que ça ne représente qu'une partie, hein, bien sûr, du financement bancaire, puisqu'on est toujours en partage avec les banques. Mais on investit aussi au capital de vos entreprises, quand vous le souhaitez, pour vous permettre de développer plus de projets, puisque même si les ratios sont intéressants, les ratios de levier sont intéressants dans votre activité, il y a quand même un vrai besoin d'equity dans les projets. Donc, on investit au capital, ce qui vous permet à la fois de vous développer en France, mais bien sûr également de vous développer à l'étranger. Sur l'étranger, on vous accompagne aussi en essayant de pousser vos projets à l'export. Vous qui développez des ENR, notamment sur le continent africain, on a développé des outils d'assurance et de financement pour vous accompagner dans votre développement à l'international. Avant-dernière brique, on s'occupe des nouvelles solutions. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas craqué tous les sujets. On n'est pas encore à l'optimum sur les énergies renouvelables. On sait qu'on a quand même des sujets autour du stockage, autour de la transformation en hydrogène. Tout ça n'est pas encore complètement optimisé et permet pas forcément de passer à l'échelle sur un certain nombre de sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a à peu près 1800 green tech en France et il y en a quand même 450 qui sont sur les sujets de nouvelles énergies. Que ce soit le stockage, les réseaux, la récupération de chaleur, parce que c'est effectivement un enjeu extrêmement important. Voilà, donc sur ces énergies-là, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent et nous, notre job chez BPI France, c'est quand même d'aller chercher les innovations dans les laboratoires. Hein. On a un plan Deep Tech qui sert à ça, et puis de transformer ces innovations en entreprises, hein, et puis de les mettre sur le marché et surtout de les porter à votre connaissance. Hein. C'est le sens de la communauté du coq vert qu'on a lancée. On a lancé une communauté du coq vert qui regroupe des entrepreneurs en transition et des entrepreneurs de la transition. Hein. Donc des entrepreneurs de la transition, c'est des entreprises qui essayent de travailler sur leur empreinte carbone et leur développement dans une économie qui doit se décarboner. Et puis en face, des offreurs de solutions dont vous faites partie. Hein. Je ne vous fais pas de dessin sur l'intérêt extrêmement fort que suscitent les énergies vertes aujourd'hui pour les entreprises. Donc on a créé cette communauté, on a 1300 entreprises dans cette communauté et il y a énormément de green tech et on essaye comme ça de porter à la connaissance des entrepreneurs, des entreprises que vous êtes, les nouvelles solutions qui sont en train d'émerger. C'est aussi pour l'occasion pour ces green tech d'avoir des clients qui vont tester leurs solutions. Donc voilà quelques-unes de nos actions. Et puis la dernière en date, elle a été poussée très activement par le CER. Hein, c'est une idée du CER qui est pour encourager tous les PPA, les corporate PPA, l'idée que l'État doit essayer de garantir, qu'une banque doit essayer de garantir ses projets pour en faciliter le déploiement. Pourquoi ? Parce que on est aujourd'hui dans un modèle assez simple. Hein, on vend l'électricité à un État, à EDF, qui par essence est solvable. Voilà. Quand on passe en PPA, on est sur des corporates. Quand on est sur des très grands corporates, il n'y a aucun sujet. Et puis, en fait, ces modèles vont se développer sur des entreprises de taille moyenne, hein, pas petite, mais moyenne, sur lesquelles la visibilité à 20 ans n'est pas la même que sur la SNCF ou sur EDF.
Et du coup, l'idée, on est en train de travailler à la demande d'abord du CER, c'est une initiative du CER, et puis derrière de l'État, à un fonds de garantie qui permettrait de garantir en quelque sorte un prix de l'électricité si le corporate fait défaut, c'est-à-dire que notre développeur / producteur puisse être assuré de revendre son électricité à un prix qui lui permette d'amortir son installation. Voilà, donc ça c'est le projet qui est en cours. On y travaille activement pour le sortir le plus vite possible. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Qu'est-ce qui manque? C'est les projets, plutôt les projets, le financement. Si vous avez un bon projet, il trouve un financement. Ah oui, il y a énormément d'appétit, je pense. Donc allez-y, c'est en fait la table ronde des portes ouvertes. Oui, non, mais je pense que il n'y a pas de sujet de financement sur les projets. Voilà, on est très contents, nous, de l'accélération des énergies renouvelables, mais effectivement, on a beaucoup d'outils pour accompagner. Il fallait venir au CER ici, c'est l'endroit où tout se passe. Alors, je vais vous repasser la parole chacun, avant qu'il y ait les questions, qu'on réponde aux questions, mais chacun un petit tour de piste. Alors, pour reprendre un peu, parce qu'évidemment, on a été très très vite, on n'a pas abordé tous les thèmes, mais je voudrais que vous alliez un tout petit peu plus loin dans la question de l'agriculture et l'agriculture de demain. Voilà. Oui, alors, je pense que si on rentre vraiment dans les détails, et moi je partage l'analyse qui est faite, je pense qu'il y a l'intérêt d'avoir une vision d'État et de décider ce qui va se faire dans la loi, mais je crois beaucoup après dans l'intérêt des territoires. La France est de multiples facettes et chaque territoire a ses différences. Et en fait, ce qui sera vrai comme énergie renouvelable à un endroit ne sera pas vrai dans l'autre territoire. Alors et ça, c'est un point absolument clé. Je me souviens, on s'est battu dans différents domaines, mais cette idée 2 fois fausse que ce qui est bon pour Dunkerque, c'est bon pour Cayenne. Et l'autre idée fausse, c'est que de toute façon, à Paris, on fait mieux pour moins cher. C'est 2 conneries. Pardonnez-moi, mais c'est dans le dictionnaire. Donc, oui, pardon, je vous repasse la parole. C'est dans le dictionnaire. Non, donc voilà, et sur l'eau, qui est un réel enjeu, et je pense que ça finalement résume un peu le même débat qu'on a sur les énergies renouvelables, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte du dogmatisme et qu'on en revienne au pragmatisme et à l'intérêt général. Je pense que l'eau, on a eu des conclusions nationales qui s'appellent le Varenne de l'eau, et maintenant, c'est les territoires qui doivent s'en emparer. Et moi, je suis assez d'accord avec vous que derrière l'eau, il y a l'enjeu de produire de l'électricité, il y a l'enjeu d'assurer des transports fluviaux, il y a l'enjeu d'irriguer, mais il y a aussi l'enjeu d'avoir de l'eau au robinet pour boire demain, parce qu'à moins que l'être humain puisse passer d'eau, à l'heure actuelle, on ne l'a pas démontré. Donc c'est vraiment un enjeu global, et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, on rentre à chaque fois dans des oppositions stériles, et finalement on se bloque. On le voit aussi sur les éoliennes, Enfin, il y a des endroits maintenant pour aller faire une éolienne, je vous mets au défi d'y arriver. Le maire de la commune qui voudra y aller, il sera courageux, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention, pareil, sur le photovoltaïque et notamment l'agrivoltaïsme, pour pas tomber dans la même opposition et finalement avoir un rejet de la société et un problème d'acceptabilité. Donc pour ça, et quand on rentre dans le data, nous les sujets qu'on a pointés et qu'on pointe depuis 2019 sur le sujet du photovoltaïque, c'est de dire qu'il nous faut un cadre, parce qu'il y a une réalité, c'est que la plupart des jeunes agriculteurs ne sont pas propriétaires du foncier. On est tous, pour la plupart, locataires à des propriétaires, à des anciens cédants. Et ça veut dire que derrière, comment on sécurise que le jeune agriculteur garde son foncier si on vient avec des projets d'agrivoltaïsme, ou comment on fait si, et s'ils ne le prenaient pas mal, mais des gens qui ont 55 ans, et c'est normal, se disent que ça peut être une sécurisation de retraite. À 20 ans près, je ne suis pas concerné, donc allez-y, aucun problème. Non, mais ce qu'on dit nous, c'est qu'attention à finalement qu'on garantisse la transmission des outils demain, parce que comment on garantit que l'outil d'agrivoltaïsme sera transmis derrière à un jeune qui va vouloir reprendre? Il y a la question du portage des capitaux. BPI est là, mais dès l'instant que vous commencez à développer des énergies renouvelables... Je saute là-dessus, sur ce point-là, parce que j'ai participé à un certain nombre de réunions avec les SAFER de la transmission. Comment faire du durable s'il n'y a pas de bonne transmission? Donc là, je suis tout à fait passionné par cette question. Alors, non, vous ne répondez pas maintenant. Oui. Vous répondez pas maintenant. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, ou on a déjà des dossiers assez sérieux là? Non, mais voilà, sur l'agrivoltaïsme, on a plein de propositions et on pense, on espère l'aboutir. Et on a entendu le député responsable de la commission des affaires économiques dire qu'il était ouvert aux propositions. Et bien sûr qu'on s'assurera que ça ne soit pas une loi fourre-tout. Sur la méthanisation, moi je suis convaincu qu'il y a des réels
intérêt de projet de territoire, et notamment sur la gestion des effluents. On peut voir que la France a encore été alpaguée sur ses émissions d'ammoniac. Alors, c'est encore une fois la faute à l'agriculture. Rendez-vous chez moi à Saint-Brieuc avec la Coperle quand vous voulez. Ben, on peut. D'accord. Mais je connais à Donc, Coperle. les rendez-vous, non, mais c'est formidable. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. C'est formidable. Laurence. Merci. Oui. Oui, voilà. Alors, les thèmes on n'a pas encore abordés, parce qu'évidemment, qui sont absolument clés. Alors, il y en a plein. Donc, j'ai parlé de la concession, mais CNR, c'est aussi de la diversification dans l'éolien de photovoltaïque. Mais je vais peut-être revenir une fois de plus sur la concession. La concession du Rhône qui a été imaginée par un maire et un sénateur. La concession du Rhône qui a été votée pour sa prolongation par des parlementaires récemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les territoires. Et dans la concession, nous créons de la valeur. Donc nous créons de la valeur. Et une caractéristique de CNR, c'est que cette valeur que nous créons, nous la redistribuons beaucoup à l'intérêt général. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il fallait une certaine justice dans cette création de valeur, et je suis d'accord avec cela. Donc, qu'est-ce qui est mis en œuvre chez nous, justement, pour que cette valeur elle revienne à l'intérêt général et elle revienne au territoire? C'est essentiellement deux choses. Bon, bien sûr, comme tout le monde, on crée de l'emploi. On est une ETI, on est 1500, mais on crée 15 000 emplois, je pense. C'est le chiffre indirect. On achète français et européens. Donc, j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas être autarcique, mais on achète près de 90% en Europe. Donc voilà, on crée de la valeur pour les territoires comme cela. Mais aussi et surtout, nous avons deux choses. Nous avons ce que nous appelons des missions d'intérêt général. C'est en fait des plans quinquennaux qui sont dotés de 170 millions d'euros tous les 5 ans et qui doivent servir au développement économique des territoires dans différentes filières. L'agriculture pérenne, la navigation, les énergies renouvelables non matures, la biodiversité, parce que nous sommes une entreprise qui est très attachée, c'est dans notre ADN, la biodiversité, et le développement des territoires. Donc, par ce biais, nous participons à des tours de table aux côtés des départements, aux côtés des régions, aux côtés de l'État, de façon à développer des projets importants du territoire. Et la deuxième chose par laquelle nous rendons de la valeur à l'intérêt général, c'est une redevance sur notre chiffre d'affaires. Et là, vous allez voir que l'État, l'Europe, avec qui nous avons discuté, et CNR, ont été visionnaires, puisqu'on a une redevance sur notre chiffre d'affaires, mais qu'elle est progressive. Alors, nous sommes taxés au premier euro, mais peu. C'est-à-dire que si le prix de l'électricité est inférieur à 26 euros par mégawattheure, notre redevance, elle est de 10%. Mais pour la partie de l'énergie captée supérieure à 80 euros par mégawattheure, on reverse 80%. Donc c'est un mécanisme, comme ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Vargon, qui est protecteur, dans la mesure où la redevance, si les prix que nous captons sont bas, elle est basse, mais protecteur aussi pour l'intérêt général, parce que si le prix de l'électricité est très élevé, comme en ce moment, eh bien nous reversons 80% de cette valeur à l'intérêt général. Et ça, c'est aussi une conviction, pour moi, forte. Il faut que les entreprises créent de la valeur, parce que de toute façon, si les entreprises ne créent pas de valeur, ça ne marche pas, c'est pas pérenne. Mais c'est aussi important de bien la partager. Voilà ce que je voulais ajouter concernant CNR. Excellent. Donc, reversé, on est toujours dans la circulation hydraulique. Oui. On peut dire une matière de liquidité. Serge, alors, s'il y avait un projet, parce qu'on va se revoir, tant que je vivrai, moi je serai ici, donc l'année prochaine, si je vis jusqu'à l'année prochaine, quel est le chantier ou le thème que vous voudriez voir débattre en disant « Ah, j'ai bien réussi mon année si j'ai avancé un peu plus dans ce domaine ». Écoutez, je vous ai parlé des réseaux de chaleur tout à l'heure, mais je voudrais vous parler maintenant de l'activité industrielle. Oui. Parce que 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'activité industrielle et uniquement 7% de la chaleur, de la vapeur nécessaire au process industriel est décarbonée. Donc on voit que le champ des possibles dans l'industrie est très important. Donc on aura réussi si on réussit à convaincre les industriels d'accélérer aussi la décarbonation des sites industriels. C'est le cas. France Relance, tous les appels à projets qui ont été lancés encouragent les industriels qui ont une vraie prise de conscience, il faut quand même le dire, depuis
depuis 2-3 ans, accéléré avec ce qu'on vit récemment aussi. Donc voilà, le champ des possibles dans l'industrie est énorme. D'accord ? Donc il faut qu'on arrive à convaincre les industriels et les emporter avec nous. Je suis confiant, on est confiant en tout cas chez Dalkia parce qu'on a déjà des beaux projets chez des industriels majeurs. Mais je voudrais aussi évoquer un frein. En tout cas, le frein qu'on a dans les services énergétiques, c'est les ressources humaines, c'est les compétences, c'est les talents. Aujourd'hui, chez Dalkia, on embauche 2000 personnes par an et au moment où on se parle, on a 500 postes à pourvoir. Alors, je ne parle pas forcément des bac plus 5 ingénieurs intéressés par les énergies renouvelables qu'on arrive relativement facilement à capter. Je vous parle des bacs professionnels, des BTS, des gens qui vont travailler sur le terrain pour faire fonctionner finalement toutes les installations dont on parle. Parce qu'une fois qu'on les a construites, qu'on les a financées, construites, il faut les faire fonctionner et les faire fonctionner bien. Parce que si on les fait fonctionner de façon médiocre, on va perdre tous les avantages de ce qu'on a construit. Et voilà, donc il faut qu'on arrive à attirer des talents, des jeunes, sur nos métiers, parce que c'est indispensable. En tout cas, vu des entreprises de services énergétiques dont Dalkia, c'est notre frein majeur. Voilà, donc ce sujet-là est pour nous très important. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors, ce n'est pas forcément ce débat ici, mais sur ce débat d'un truc qui s'appelle le travail et qui s'appelle l'effort. Et donc, on ne peut pas critiquer l'absence de sens de toutes ces entreprises ici, de nourrir, de faire de l'énergie, etc. Donc, le sens, mais qu'est-ce que c'est le droit à la paresse face à la nécessité du sens ? Et on n'a jamais eu autant besoin de travail avec sens qu'aujourd'hui. Donc la question est posée, et ça m'intéresse que ce soit le patron du Parti communiste qui pose cette question. Donc c'est une question absolument clé ici, on est là. C'est l'autre mot de l'énergie. C'est l'autre mot de l'énergie. Syndicat des énergies renouvelables, eh ben, il s'appelle... Voilà, c'est pas sans lien avec le travail. Pardon de m'impliquer beaucoup dans cette affaire-là, mais il y a des moments où ça me gonfle un peu, là, ce qui est en train de se passer, le sens à sa vie en regardant Netflix. C'est pas forcément évident. Alors, autre point. Alors, moi, je rêve. Vous savez, il y a eu des trains qui se promenaient un peu partout en France, comme ça, et qui, si on pouvait utiliser un train comme ça, qui montrait ce que vous faites. Ce matin, très tôt, j'étais au Mans et j'ai pris le train de 6h48 au Mans et il y avait un petit espace de lecture, donc le renouvellement des gares, par exemple, tout ça, ce que ça veut dire. Et s'il y avait un train qui montrait un peu la mobilité virtuelle aussi par la lecture, ou toutes ces mobilités-là, je suis avec vous. Proposition. C'est noté. Non, alors pour revenir sur un peu des sujets particuliers qu'on veut traiter, moi j'en ai 3 très rapidement. Le premier, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est aujourd'hui, je vous disais, on doit décarboner complètement les transports et donc on doit faire notre part à la SNCF. Et on s'aperçoit que pour décarboner, ce qu'il faut qu'on décarbone d'abord, c'est les transports régionaux. Les transports longue distance, globalement, ils marchent à l'électricité. On a aujourd'hui en France une électricité décarbonée. Il faut qu'on travaille avec les régions, les territoires. Donc là, il y a un travail énorme qu'il faut qu'on fasse. Et on a l'idée qu'on a, c'est on a l'offre de mobilité, c'est d'aller sur l'équation énergie. Je parlais de l'équation énergie, et de voir comment on peut, nous, la SNCF, c'est pas notre job à la base, mais de contribuer à l'équation énergie pour faire matcher le mieux possible le déplacement et l'énergie qu'on va utiliser pour se déplacer, tout verdir. Voilà. Et donc là, on fait un travail en chambre dont j'ai parlé tout à l'heure, le cadastre solaire, etc. Mais après, la déclinaison, c'est d'aller dans les régions, les métropoles, et de mettre vraiment les mains dans le moteur pour voir comment on fait ça au niveau local. Le deuxième sujet, on en a parlé, et ça c'est vraiment un point qui me tient à cœur, parce que je l'avais porté dès que j'ai pris mon poste il y a 2 ans, c'est ce que j'appelle en interne la filière de transition énergétique. Et c'est pas seulement pour les jeunes, c'est à la SNCF, on a aussi un sujet de redonner de l'employabilité à des agents de la SNCF. Les métiers évoluent, entretenir un moteur thermique, c'est pas la même chose qu'entretenir un moteur électrique, etc. Donc il faut qu'on redonne de l'employabilité à plein de monde, et quand on a lancé l'idée de se dire on va réfléchir à ça, j'ai reçu des centaines de mails dans ma boîte, moi je veux venir, moi je veux venir. Donc là, il y a un énorme boulot qui n'est pas simple. Et si on peut s'unir un peu à certaines entreprises, avoir les mêmes besoins et compléter un peu nos idées là-dessus, ça peut être pas mal.
Et le dernier point qui va faire plaisir aux développeurs notamment, je parlais tout à l'heure du potentiel qu'on a à la SNCF. Celui sur lequel on travaille, c'est le potentiel dont on est sûr, c'est du foncier délaissé, c'est des toitures dont on sait qu'on va pouvoir en faire quelque chose, des parkings où il n'y a pas de sujet. Mais il y a un sujet de R&D, de recherche et développement, et si on arrive notamment à savoir comment limiter les pertes sur du photovoltaïque, sur des grands linéaires, on travaille avec la CNR d'ailleurs sur le sujet, etc. Mais là, c'est bingo, quoi, hein. On multiplie par 2 ou par 3 notre potentiel de terrain éligible à des ENR intéressantes, quoi. Donc voilà, c'était juste ces 3 sujets que je voulais mettre sur la table. C'est juste, comme vous dites, ce sujet qui sont assez excitants. Alors Anne, vous vous souvenez, il y avait la phrase d'un candidat comme ça, à la finance ou à l'ennemi. C'est une des phrases les plus imbéciles que j'ai entendues, imbécile au sens étymologique, c'est-à-dire de fabriquer de l'impuissance. Donc un vœu pour l'année prochaine, parce qu'on a un rendez-vous sans arrêt chaque année, hein, il faut arriver avec quelque chose. Alors un vœu pour les 364 jours voilà, c'est quoi? J'ai envie, là, au CER, qu'effectivement, la loi d'accélération passe, qu'on accélère réellement sur les énergies renouvelables, qu'on raccourcisse vraiment les délais. Moi, je suis à fond sur ce sujet-là. Voilà mon vœu pour l'année prochaine. Et puis, un petit rendez-vous peut-être, le 6 octobre 2023, le 6 avril 2023, on fera notre journée E, qui est la journée de la transition des entreprises. Voilà. Et dans cette journée, qui aura lieu à Paris, il y aura un espace que j'appelle le mythique de l'électricité verte. Donc l'idée, c'est que je souhaite mettre en relation des développeurs qui savent développer des PPA de taille moyenne et des entreprises qui ont des besoins ou des collectifs d'entreprises qui ont des besoins. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 6 avril prochain. Il y a aussi une invitation qui est lancée. Exactement. Au fond, le CER est un centre de rencontre, c'est ce que je pensais. Et vous, alors, quelle usine vous allez nous préparer? Comme il y a le pluriel, je vais en profiter pour en énumérer plusieurs. Peut-être avant, je vais les donner, mais avec des éléments de contexte et de trajectoire. Donc, contexte, aujourd'hui, 73% des Français sont favorables à l'éolien, et il y a des autres sondages sur le solaire. Et pourtant, on a beaucoup de fake news qui circulent. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Étienne Klein, mais il faut vraiment tout faire pour arrêter de confondre croyance et connaissance. Et donc, pour ça, il y a besoin de continuer à avoir une vision scientifique sur les sujets pour se prononcer, mais se prononcer pour des bonnes raisons. On peut être contre pour des bonnes raisons, mais on ne doit pas être contre pour de mauvaises. Le deuxième point de contexte, qui est un peu plus de trajectoire, en 2050, en Europe, donc si on prend une maille européenne, 50% de la production électrique viendra de l'éolien. 50% de la production électrique viendra de l'éolien, donc ce sera un contributeur majeur. Si on le décline en France, on verra comment ça se décline en France, mais RTE l'indique dans ses différents scénarios de prospective, au moins de 50% de la production électrique viendra des ENR. Donc il est essentiel de se préparer, et donc pour ça, il faut formuler des vœux. Et si on formule des vœux, dans un contexte aussi où les fabricants de turbines européens qui sont aujourd'hui à la pointe, donc on est les turbiniers sont les précurseurs, il y a 5 des 10 plus gros turbiniers qui sont européens. Ils sont néanmoins tous dans des situations financières délicates, y compris Siemens Gamesa. On redeviendra profitable en 2024. On ne parle pas de protectionnisme, mais en même temps, il ne faut pas parler de naïveté, notamment par rapport à une concurrence chinoise que l'on voit, et surtout sur des asymétries sur des accès au marché. Accéder au marché chinois, c'est complexe, on en sait quelque chose. Merci. Donc si on se formule des vœux dans ce contexte, donc face à cette difficulté des turbiniers, je dirais nous, on a lancé un appel en fin de compte pour que l'industrie éolienne au niveau européen soit classifiée comme une industrie stratégique, et que ça se décline dans les États. On a sorti un white paper que vous trouvez avec un communiqué de presse qui est sorti cette semaine. Donc c'est important si on veut, si on n'a pas l'industrie éolienne, on n'arrivera pas à réussir la transition énergétique et la décarbonation. Alors on ne dit pas que c'est la seule solution, mais ça va rester une des solutions importantes. Et aujourd'hui, au niveau industriel, on a tout ce qu'il faut en Europe
pour continuer à mener la course en tête. Excellent. Monsieur Philippe, les questions? Ah oui, il y a une question d'ailleurs qui vient tout de suite pour Frédéric, puisque tu as le micro. Sur mes vœux. Pardon? Je finis quand même, parce que j'ai qu'un vœu, mais j'ai encore 2 vœux. Alors vas-y pour ton deuxième Un deuxième vœu qui est la... Oui, la non, vous avez le droit à 2 vœux. Encore 2? Okay. Non, pas encore. Non. Alors, faites gaffe, j'ai l'air gentil comme ça, mais je suis perdu en égo. Alors, ok, alors j'en prends un. Donc l'autre vœu, on en a parlé, mais c'est la planification spatiale. C'est essentiel. La planification spatiale maritime, elle a été faite en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre. Il n'y a que la France qui ne l'a pas engagée. Et pour faire une planification, il faut aussi du temps, parce que ça nécessite de la concertation. Donc il faut l'engager. Nicolas Couder en a parlé avant. Il faut vraiment que ça se fasse sur les 4 façades maritimes, en parallèle avec un pilotage national. Et il faut aussi pour ça que l'État ait les moyens pour réaliser cette planification spatiale, et également qu'il y ait un débat public organisé sous l'égide de la CNDP, évidemment, pour que toutes les parties prenantes puissent s'exprimer. Quand même un chiffre à avoir à l'esprit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est 50 gigawatts en 2050. Alors, le président, c'est une 50aine de parcs. Ça occuperait 2,7% de l'espace métropolitain français. Donc, nos voisins belges vont occuper 15%. Donc, on pense qu'il y a matière à trouver 2,7% en France dans un débat apaisé. C'est bien, c'est parfait. Parfait, mais il nous tend une perche avec la planification. Il y a une question de la salle. Est-ce que Siemens Gamesa planifie de mettre des modules photovoltaïques sur les kilomètres carrés de toiture de l'usine qu'on vient de voir? Très bonne question qu'on a déjà eue. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on a prévu de regarder. De manière un petit peu pragmatique, on s'est plutôt concentré d'abord sur recruter les bonnes personnes, construire l'usine, la démarrer, mais c'est une question que l'on a fait. Et évidemment, on n'a pas oublié l'efficacité énergétique, hein, donc le bâtiment est particulièrement isolé, donc pour une bonne efficacité. Et puis également, on a un approvisionnement en électricité renouvelable, évidemment, pour l'usine. Merci, on vérifiera l'année prochaine. Il y a une question plus délicate qui va à la fois pour BPI finalement et pour les jeunes agriculteurs, qui concerne l'appel d'offres sursouscrit, appel d'offres solaire innovant. Antoine Nogier de France Agrivoltaïsme, repris aussi par Thibault Lechester de Corsica Sol. Cet appel d'offres, mais qu'est-ce que ça va donner? Sursouscrit, beaucoup d'entreprises ont mis beaucoup d'argent pour développer des projets super innovants en matière de photovoltaïque, notamment d'agrivoltaïsme. Alors, première question à BPI. Vous avez dit tout à l'heure, porte ouverte, venez nous voir. Nous sommes là pour financer tout cela. Certaines des entreprises n'ont finalement que la solution des appels d'offres pour arriver à faire sortir leurs projets. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et puis ensuite, les jeunes agriculteurs. Ok, on finance de l'agrivoltaïsme, nous, des projets régulièrement. Hein, donc, c'est pas nous qui menons cet appel d'offres, hein, je le précise. Oui, ça évite tout malentendu. Mais effectivement, hein, si les projets sont intéressants, ils trouveront leur financement chez BPI France. Hein, n'hésitez pas, on finance vraiment régulièrement de l'agrivoltaïsme, à la fois des projets, mais aussi des développeurs, hein, notamment au travers de tout ce qu'on fait sur l'innovation. Merci. Donc il n'y a pas un agrivoltaïsme, finalement, il y en a beaucoup de solutions qui existent, des plantes que l'on va faire protéger à l'abri du soleil, d'autres que l'on va protéger de la grêle, etc., etc. Et la question qui est posée, qui est malheureusement anonyme, aux jeunes agriculteurs, vu les enjeux clairement énoncés par tous les participants aujourd'hui, pourquoi avoir publié un moratoire sur l'agrivoltaïsme ? Pourquoi? Justement parce que personne s'en est posé la question finalement. Déjà d'une, l'agrivoltaïsme, c'est bien, c'est qu'on emploie tous le terme sans l'avoir défini en fait. C'est un peu comme l'agriculture. Enfin voilà, je veux dire, le terme agrivoltaïsme à l'heure actuelle dans la loi, celui qui me le trouve, qui encadre l'agrivoltaïsme, j'attends, il n'y a personne. Donc il faut qu'on l'ADEME travaille là-dessus, hein. L'ADEME est en train de travailler à une définition. Oui, mais vous savez, on peut faire confiance à la collective, mais malheureusement, on se rend compte que si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, on voit que ça va vite à la dérive et que ça va plus à l'intérêt, au profit, que finalement au bon sens. Donc il faut qu'on aille vite, et c'est pour ça qu'on compte sur la loi sur encadrer l'agrivoltaïsme. Après, sur les projets et sur les plantes, moi j'entends, hein, mais ça fait seulement quelques années qu'on a lancé la recherche et l'expérimentation de voir
est-ce que c'était bénéfique ou pas sur telle et telle culture? Ça fait pour certains seulement 3 ans, on commence à avoir des retours. On a aussi, nous, et on l'a fait avec Chambre d'Agriculture France, dit que c'est sur certaines expérimentations, ce qu'on trouvait dommage, c'est que les instituts techniques, tout ça, ils ne soient pas associés, parce que si on veut vraiment être transparent et réel, il faut vraiment qu'on associe tout le monde pour montrer la réalité. Et une fois qu'on aura ça, on pose le débat. Par exemple, sur la vigne, si on se rencontre, et c'est un peu le cas qui commence à ressortir, qu'on a des problèmes sur l'inflorescence qui fait que ça baisse un peu le rendement de 5 hectos au bout de 3 ans, c'est peut-être pas grave si ça évite qu'on ait des pépins de coups de chaud, de choses comme ça. Mais je veux dire, une fois qu'on a tout ça, on pose un débat serein, clair, net, qui est encadré, et après on y va. Et nous, et je vais prendre une métaphore typiquement agricole, on a un peu le sentiment à l'heure actuelle qu'on met la charrue avant les bœufs. Et le problème, c'est que ça va pas aller longtemps et on va vite se retrouver finalement où il faudrait pas. Donc, encadrons-le. Allons-y, on prendra notre part de responsabilité comme le monde agricole a toujours su le faire. Je pense au cours des siècles, on a toujours répondu présent face aux défis que la France devait relever, mais faisons-le en bonne intelligence, en l'encadrant. Et moi, je vous le redis, c'est que on veut aussi des signes ouverts en contrepartie, parce que moi, j'attends de voir aussi dans la loi si demain, les constructions neuves et la rénovation, on va obliger du photovoltaïque sur les toits. Parce que moi, quand je regarde sur ma ferme, j'ai du photovoltaïque. Toutes les maisons neuves qui sont en train de se faire dans mon village, aucune n'a de la construction. Donc, moi, je veux bien que mon maire vienne m'expliquer qu'il faut faire des efforts écologiques. Moi, je l'ai fait. J'attends de voir ce qu'il va faire. À l'heure actuelle, je suis tranquille, je pense, pour quelques années encore avant qu'il vienne me donner des leçons. Donc, allons-y vraiment, mettons de l'argent. Nous, on le fait en contre-proposition. Que les régions se saisissent, mettent des vrais fonds pour faciliter le raccordement, pour qu'on facilite les concitoyens à acheter. Parce qu'il faut aussi que le concitoyen prenne sa part de responsabilité, parce qu'à un moment donné, il ne peut pas dire à l'État qu'est-ce que vous faites pour nous faire pour sauver notre planète, pour aller mieux, et puis finalement, dès qu'il y a quelque chose, il s'oppose. Que vous le dites, 80% des gens sont pour l'éolien, mais surtout pas chez eux. C'est pareil sur le monde agricole, tout le monde est prêt à dire qu'il faut plus de bio, plus de ci. À l'heure actuelle, le bio, on est en train de le jeter parce qu'il se consomme plus. Enfin, il faut vraiment qu'ensemble, concrètement, on y aille, qu'on mette les moyens, et collectivement, on y arrivera. Mais si on demande à telle ou telle filière de faire plus d'efforts, je pense qu'on va s'opposer, qu'on va arriver à des blocages, et que finalement, dans 1 an, on se retrouvera à se dire que les mêmes choses. Donc moi, mon vœu, c'est qu'on avance, qu'on trouve des solutions, mais qu'on y aille collectivement et qu'on dise pas. Et moi, je l'entends, hein, on peut aller vite sur les terres agricoles. Hein, c'est sûr qu'on le voit, nous, tous les jours. Vous avez meilleur temps de mettre une batteuse dans 50 hectares que dans 10 hectares. Ça va bien plus vite à développer. Donc on a le même truc. C'est sûr que les champs sont un réel potentiel. Mais attention, on a aussi des bâtiments, on a aussi des parkings, et voyons à 50 ans, si demain on couvre nos surfaces commerciales, les parkings avec des photovoltaïques, et que demain on recharge les voitures pendant que les gens sont en train de faire leurs courses, ben finalement ça simplifie peut-être aussi la vie à RTE. Alors je ne vais pas parler à sa place, mais il y a peut-être des choses comme ça à réfléchir, et donc donnons-nous aussi du temps, même s'il faut aller vite, même si on est tous d'accord, à voir global, à voir collectivement, et pas à sacraliser les choses et à dire il faut plus aller là qu'aller là. Merci Arnaud Gaillot. Éric, on pourrait passer de l'agrivoltaïsme au ferrovoltaïsme avec la SNCF. Il y a des questions. Moi, je voudrais d'abord vous remercier parce que j'ai extraordinairement envie de travailler avec vous. Donc, vous allez recevoir chacun une lettre de candidature. Pourquoi pas, c'est-à-dire Anne Guérin demande un livre. Un ex-jeune qui veut trouver du sens et qui remet à plus tard le droit à la paresse. Donc franchement, super table ronde. Merci à vous. Il nous reste 10 minutes et il y a une question pour la SNCF. Non, mais, alors, il y a d'autres questions? Oui. T'es sûr? Oui, sûr et certain. Et on est dans les temps. Je voulais prouver qu'un immortel peut fermer une table ronde avant l'horaire prévu. C'est incroyable, oui. Ça doit être la première fois que ça arrive au colloque du je sens que, non pas la lassitude, mais une certaine petite attente d'un vin blanc, par exemple, j'ai l'oreille, comme je suis membre de l'Académie du vin de France, je sens qu'il y a une petite attente dans la salle. Alors tu gères comme tu veux un désappointement. Oui, on est dans les temps, il n'y a pas de problème. Il est 28, on a encore 10 minutes. Question pour Emmanuel Emrose de la SNCF, là. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs pour lui. Notamment votre réaction face aux fameux PPA dont on parle beaucoup, corporate PPA, qui ont été recités à l'instant par Anne Guérin. Votre position par rapport à ces contrats de gré à gré avec un producteur d'énergie renouvelable et un off-taker, première question. Et deuxième question, quid de la possibilité d'utiliser
utiliser les postes privés de la SNCF pour que les développeurs puissent injecter, notamment dans le cadre d'un projet ultra-rural et assez distant des postes de raccordement, des postes sources, notamment ceux de RTE, donc exister vos capacités de raccordement. Et puis à la limite, une petite sous-question. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est les deux dernières questions? Les deux avant-dernières questions, Éric. D'accord, merci. On y va. Non, mais une réponse précise, concise. Sur les PPA, on a signé actuellement à la SNCF 7 ou 8 PPA déjà, et on charge des PPA, donc il n'y a pas de sujet. Je pense qu'on est plutôt en avance sur le sujet, et on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a quelques temps, quand on a commencé à signer les premiers PPA, on était les seuls sur le marché, et les développeurs étaient contents de nous trouver. Aujourd'hui, on est mis en compétition avec plein d'autres acheteurs de PPA. Donc voilà, on est open et puis on sait faire, donc on peut aider. La deuxième question, c'était d'utiliser le réseau ferroviaire, les installations fixes de traction électrique pour les postes sources, ouais, pour permettre à des producteurs... Alors c'est un travail qu'on est en train de mener aussi. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. J'ai des relations avec RTE justement pour partager notre cadastre solaire avec les visions d'investissement de RTE et d'Enedis, et mettre là-dessus une troisième carto de nos installations à nous pour voir comment on peut optimiser au mieux les raccordements, limiter les coûts, les délais, etc. C'est compliqué, parce que ce qu'on appelle nos sous-stations, c'est un peu spécifique, mais on a un projet, par exemple, actuellement, sur lequel on travaille, d'une ferme photovoltaïque qui viendrait se relier directement sur une sous-station ferroviaire. Donc c'est totalement dans le scope de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Alors, il y a une petite demande aussi. Oui, peut-être un complément sur les PPA côté producteur. Nous, on pense qu'effectivement, c'est un bon moyen pour commercialiser de l'électricité parce que ça donne une visibilité sur le long terme. La longueur du marché, c'est 3 ans. Hein. Donc, ça donne de la visibilité sur le long terme. C'est peut-être la seule solution pour certains projets photovoltaïques et éoliens. Alors, dans notre jargon, chez nous, on les appelle les parcs squeezés. C'est les parcs qui avaient eu un tarif de rachat avant la hausse significative des CAPEX et des taux d'intérêt, qui fait qu'un certain nombre de projets, même la mesure qui a été prise par le gouvernement, qui a été rappelée ce matin par Emmanuel Vargon, de pouvoir vendre sur 18 mois sur le marché, entre guillemets, ne les sauve pas. Donc peut-être que les PPA seront un moyen pour sauver ces projets-là, mais surtout, peut-être que les PPA seront un moyen de valoriser de futurs projets. Donc vu de notre côté, pour nos nouveaux actifs en solaire et en éolien, que nous espérons nombreux, les corporate PPA sont une voie qu'on étudie. Merci pour cette précision. Pour la SNCF, il y a 2 autres petites demandes. La première, c'est un point sur les PPA. Oui. C'est dans les PPA, on voit aujourd'hui que certains développeurs essaient de dénoncer les PPA qui ont été signés avec la SNCF, en se disant je peux le revendre plus cher, donc je vais casser. Donc c'est juste pour dire voilà, tout le monde doit jouer le jeu. C'est pas un truc d'opportunité où tous les 2 ans on va voir le plus offrant, quoi. Voilà. C'est un engagement des 2 parties. Voilà. Bien sûr. Alors, 2 toutes petites demandes, tout va bien au niveau du timing. 2 toutes petites demandes concernant la SNCF. Fili, parce que là je serai intraitable. C'est fini. Faciliter le passage sous les lignes de la SNCF. Apparemment, c'est un gros problème de passer sous les lignes SNCF. Oui, je sais. Ouais. Bon, c'est un point que j'ai bien dans le radar. C'est un travail qu'il faut qu'on arrive à mener avec SNCF Réseau. Effectivement, ça bloque. On met beaucoup de temps à traiter les demandes. Voilà, on l'a dans le radar, mais après il faut trouver les ressources en local pour traiter le dossier, les demandes de raccordement, etc. Je peux rien dire de plus. On sait qu'on doit s'améliorer. On essaie d'y aller, mais bon, voilà, pour le moment, j'ai pas de solution miracle. Et la deuxième chose, c'était vous avez mis beaucoup de messages dans les TGV, hashtag sans filtre, etc. Très intéressant. Hashtag beau parc éolien ou quelque chose comme ça, parce que finalement, les gens voient beaucoup plus de parcs éoliens quand ils sont dans vos trains. Parce que les développeurs, quelque part coincés entre la A10, la A11, la voie TER et la voie TGV, sont venus s'installer là. Et des gens qui prennent le train, ou l'autoroute d'ailleurs, voient beaucoup de parcs éoliens. Donc il y aurait peut-être une petite opération de communication de la SNCF pour sensibiliser les gens au fait que... mais il y a un truc assez bête, si tu vas à 300 à l'heure, tu vois plus de parcs éoliens que si tu es avec ta trottinette. C'est exact. Justement, quand on aura développé tous nos parcs éoliens, on pourra les taguer SNCF
et puis on pourra voir où on est, effectivement. Donc c'est le travail qu'on a en cours, mais bon, oui, je prends le point. Ouais. Mais la plupart des parcs qu'on voit ne sont pas des parcs de la SNCF. Voilà. Alors la dernière question, c'est promis, elle est pour Frédéric Petit. La table ronde nous proposait une société... Non mais attends, tu triches là. Prospère. C'est la dernière, je t'assure, autrement je coupe là, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis un prof, moi. Je sais qu'après, disons, 1h, 1h05, surtout en fin de matinée, la tension baisse. Ça serait dommage. Ce serait dommage. Prospère et durable, nous proposait la table ronde. Frédéric Petit, ça ne sera durable que si la boucle est bouclée. Alors, ces éoliennes, comme on le disait tout à l'heure, objet de tant de haine, on en parlait avec Cédric Philibert, elles vont être recyclables à 100%, même si tout un tas d'autres secteurs d'activité utilisant les mêmes matériaux ne le sont pas. Donc aujourd'hui, et avant le repas, il faut quand même des bonnes nouvelles pour se fourrir l'appétit. Mais je dirais aujourd'hui, les éoliennes, elles sont recyclables à plus de 90%, puisque c'est de l'acier, c'est du cuivre, c'est des matériaux qu'on sait déjà recycler. Il y avait un défi sur la recyclabilité des pales, donc qu'on sait valoriser thermiquement dans les cimenteries, mais ce n'est pas, on va dire, une solution suffisamment acceptable. En tous les cas, suffisamment répondant à l'enjeu. Donc, sur l'éolien en mer, c'est quelque chose que l'on propose depuis 1 an. Donc, ces premières pales recyclables ont été installées cet été en Allemagne, à Kaskasi. Elles seront installées sur le parc EDF de Courseulles à partir de 2024 et produites au Havre. Et comme on se cale toujours sur les événements du CERF, sur l'éolien terrestre, donc, on propose depuis le 22 septembre, donc depuis une semaine avant le colloque, des pales recyclables pour l'éolien terrestre. Donc, c'est quelque chose qui, on ne va pas parler de coût, mais surtout qui crée de la valeur pour les projets de nos clients. Et la filière éolienne est vraiment à la pointe, puisque comme tu le disais, Philippe, il y a plein d'autres industries, dans le ferroviaire, dans l'automobile, les coques de bateaux, on utilise ces composants et la filière éolienne, c'est la première à avoir trouvé la solution pour recycler, à savoir réussir à reséparer la fibre de verre ou de carbone de la résine. Merci Frédéric, merci à tous. Tu restes sur scène, non, Eric ? Oui, mais là, la table ronde est finie. Merci.